Je suis maintenant en compagnie de Guillaume Duval, rédacteur en chef de notre partenaire Alternative économique et auteur du livre Made in Germany, dont on a pas mal entendu parler avant les vacances. Ce modèle allemand qu'on nous vante depuis quelques années maintenant, est-ce qu'il a toutes les vertus qu'on nous présente ? Oh, il en a d'assez nombreuses. Le problème, c'est que celles qu'on met en évidence aujourd'hui ne sont pas vraiment les bonnes. Donc il y a toujours en Allemagne une forte valorisation du travail industriel qui existe moins chez nous. Il y a toujours en Allemagne un effort très important de négociation sociale, un pouvoir très important des salariés dans les entreprises qui est un facteur déterminant. Donc en Allemagne, les comités d'entreprise ne sont pas consultés pour avis, ils doivent donner leur accord sur beaucoup de décisions managériales. Dans les conseils d'administration allemands, il y a une moitié de représentants des salariés à côté d'une moitié des représentants des actionnaires. Et c'est pour ça que ça se passe très différemment de chez nous. C'est pour ça que les entreprises sont plus stables, plus long-termistes, parce qu'elles dépendent beaucoup moins du bon vouloir des actionnaires qu'en France. Donc il y a beaucoup de choses qui sont des points solides d'appui du modèle allemand, la décentralisation du pays, on le souligne souvent. Le problème, c'est qu'on essaye de nous vendre le modèle allemand pour des mauvaises raisons aujourd'hui. On nous dit c'est au nom du modèle allemand qu'il faudrait faire ce qu'on n'ose plus nous demander au nom du modèle anglo-saxon. C'est au nom du modèle allemand qu'il faudrait abaisser le coût du travail, qu'il faudrait développer le travail précaire, qu'il faudrait abaisser les dépenses publiques, etc., etc. C'est au nom du modèle allemand qu'il faudrait faire donc ce qu'on nous demandait autant avant au nom de Reagan ou de Thatcher. Tout cela parce que, effectivement, le chancelier Gerhard Schröder a mis en place un certain nombre de réformes de ce type-là. C'était un grand admirateur de Tony Blair, de Bill Clinton, au début des années 2000. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs pensent que c'est grâce à ces réformes-là que l'Allemagne s'en sort moins mal que les autres aujourd'hui. Il est indéniable qu'elle s'en sorte moins mal que les autres aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas du tout grâce aux réformes Schröder, c'est plutôt malgré les réformes Schröder. Alors, elle s'en sort plutôt moins mal que les autres aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça va donner demain ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de suicide démographique en Allemagne ? Oui, donc un des points que Schröder n'a pas réglé, c'est en particulier cette question-là. Donc il a mis une telle pression sur les dépenses publiques que les sociodémocrates à l'époque n'ont pas fait ce qui était dans leur programme, c'est-à-dire mettre en place des crèches, mettre en place une école qui accueille les enfants toute la journée et qui permettent en particulier aux femmes de combiner vie professionnelle et vie familiale avec des enfants. Donc les Allemands ont continué à ne pas faire d'enfants. Paradoxalement, Mme Merkel s'en occupe assez bien aujourd'hui, de manière un peu conservatrice sur un certain nombre des mesures qui sont prises, mais elle s'en occupe. Et ça donne qu'une des menaces qui persiste, qui est énorme sur l'avenir de l'économie allemande, de l'industrie allemande, c'est la question démographique. Donc il y a aujourd'hui 82 millions d'Allemands, il y a 62 millions de Français. Normalement, il y aura moins d'Allemands que de Français, d'après les prévisions démographiques, d'ici une trentaine d'années. Et ils sont engagés déjà dans une véritable implosion démographique. Donc ça pose des problèmes énormes pour les retraites futures. Alors ils ont passé, notamment M. Schröder, mais après aussi Mme Merkel a fait des réformes très dures sur les retraites, donc les retraites à 67 ans, mais c'est 67 ans en 2029. Nous, on a déjà les retraites à 67 ans depuis la loi Fillon, mais eux, c'est en 2029. Ils ont beaucoup réduit les retraites futures, mais ils sont en train de se rendre compte à quel point, qu'ils ont fait des bêtises. Donc il y a eu un rapport de la ministre des Affaires sociales en septembre dernier qui établissait que quelqu'un qui gagnait 2 500 € aujourd'hui en Allemagne, il toucherait en 2030 le minimum vieillesse allemand. Et ils commencent à avoir très peur d'avoir développé, ils savent maintenant qu'ils ont développé dans le futur à nouveau une paupérisation très forte de leurs futurs retraités. Donc tout ça, ça leur fait très peur et c'est un très gros problème pour l'avenir de l'économie allemande. Mais ils pensent pouvoir éventuellement résoudre ce problème aujourd'hui en important les jeunes chômeurs d'Italie, de Grèce, du Portugal, d'Espagne, etc., etc. C'est pas évident que ce soit une très bonne solution pour l'Allemagne parce que c'est pas des champions de l'intégration. On n'a pas forcément beaucoup de leçons à leur donner sur ce plan-là, mais ils sont pas très très bons du côté de l'intégration des immigrés eux non plus. Mais surtout,
Ce n'est pas du tout une solution pour la zone euro. C'est peut-être une solution pour le problème démographique allemand, mais ce n'est pas du tout une solution pour la zone euro parce que la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc., c'est déjà des pays qui eux-mêmes sont dans une situation démographique plus proche de l'Allemagne que de la France, où il y a très peu de jeunes. Si leurs peu de jeunes vont s'installer et travailler en Allemagne, ça veut dire qu'il ne se passera plus rien dans ces pays-là pendant 30 ans. Ça veut dire qu'on aura gagné, dans la crise de la zone euro, on aura gagné le mezzogiorno puissance 10. Et ça veut dire que l'Europe ne pourra y survivre que si les Allemands payent, en gros, pour financer les gens qui font plus grand-chose en Espagne, au Portugal et en Grèce durablement. Ce ne serait pas forcément illégitime qu'ils payent, hein, parce qu'en ne faisant pas d'enfants, ils ont fait beaucoup d'économies dans la période récente. C'est une des causes majeures de leur succès économique de ne pas avoir fait d'enfants. Hein. Les Français considèrent généralement que c'est vachement bien d'avoir plein de gamins, plein de jeunes, etc. C'est peut-être bien pour l'avenir, mais dans l'immédiat, ça coûte très cher. Il faut les nourrir, les loger, leur payer des téléphones portables, les écoles, etc. Les crèches, les écoles. L'Allemagne, c'est un pays qui dépense 1,5 point de PIB de moins que nous pour l'éducation, qui paye beaucoup mieux ses profs que la France, mais quand il n'y a pas de jeunes, ça coûte moins cher. Hein. Alors, mais simplement, et donc ils ont fait beaucoup d'économies grâce à ça dans le passé. Si pour compenser les inconvénients que ça, ils importent les gamins des autres, ce ne serait pas illégitime qu'ils payent pour l'éducation de ces gamins qu'ils importent. Oui, parce qu'ils vont fabriquer le futur du pays. Voilà. Alors, on est en train ici en France, on nous parle de modèles ceci, de modèles cela, scandinaves, allemands, anglo-saxons, on a collectionné les modèles. Est-ce que c'est pas un peu dépassé d'aller chercher des modèles chez nos voisins? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux consacrer notre énergie à créer un modèle européen? Ce serait quand même beaucoup plus productif et ce serait quand même plus proche des préoccupations que nous devrions avoir de finir de créer cet espace européen qui finalement est complètement hétéroclite. Il n'y a pas d'harmonisation sociale, il n'y a pas d'harmonisation fiscale, il n'y a aucune harmonisation. Les salariés sont en concurrence les uns avec les autres. Selon qu'on est français, allemand, polonais, en République tchèque ou roumain, on est en concurrence avec les travailleurs des autres pays. Alors est-ce qu'on ne devrait pas consacrer notre énergie à fabriquer un modèle social européen? J'ai peut-être commencé par le début de votre intervention sur les modèles et l'utilité ou pas des références aux modèles dans les débats pour changer les sociétés et changer les économies. C'est vrai que c'est une logique qui a ses limites parce que les modèles ont une histoire et ils se sont développés en fonction de cette histoire, des interactions complexes entre différents acteurs, etc. On ne peut jamais copier un modèle. Mais c'est vrai aussi que la référence à des modèles peut aider à dépasser des difficultés, à aller vers une direction donnée. Si vous voulez, le Japon a copié sur certaines dimensions le modèle américain après-guerre et c'est ça qui a pas mal déclenché son développement économique. La Corée a copié le modèle japonais et ça l'a pas mal aidé aussi à développer son développement. Donc c'est pas forcément inutile tout à fait comme débat. C'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit autant instrumentalisé pour des mauvaises raisons et avec des mauvaises explications, comme c'est le cas pour le modèle allemand aujourd'hui en France, mais ce n'est pas forcément inutile. Alors, est-ce qu'il faudrait créer un modèle social européen ? Paradoxalement, il existe déjà assez, c'est-à-dire qu'on est on a tous des niveaux d'éducation élevés, des niveaux de dépenses publiques élevés, des niveaux de protection sociale élevés par rapport au reste du monde. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin et vraiment unifier nos modèles sociaux au-delà de leurs différences existantes aujourd'hui? Personnellement, je ne le crois pas. Je pense que ces modèles, en tout cas sur les systèmes de protection sociale, si vous voulez, se sont développés assez largement dans des cadres nationaux. Ils sont proches, mais ils restent différents. Dès qu'on en parle un peu dans le détail, on se rend compte que faire une assurance chômage, faire des retraites ou de l'assurance maladie européenne, je ne crois pas qu'on en soit proche. Je suis pas sûr je pense que moi je le verrai pas et je suis pas sûr que mes enfants le voient un jour. Ce que je pense, c'est qu'il est important surtout de faire en sorte que le modèle européen cesse d'être antisocial. C'est-à-dire que le fonctionnement économique de l'Europe cesse de pousser constamment chacun des États membres de l'Union à réduire son modèle social, réduire ses dépenses sociales, réduire son coût du travail. Ça passe notamment beaucoup par le fait de régler la question de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale en Europe et de l'harmonisation fiscale. C'est un sujet malheureusement sur lequel on n'a pas beaucoup progressé jusqu'à maintenant depuis la crise de 2009. Ce qui m'a beaucoup frappé et beaucoup embêté, c'est que par exemple on vient de faire un nouveau traité
pour renforcer la gouvernance de la zone euro, un traité sans les Anglais qui n'aurait jamais marché dans les histoires d'harmonisation fiscale, etc. Ce nouveau traité ne traite absolument pas des questions d'évasion fiscale, de fraude fiscale et d'harmonisation fiscale. Ça aurait été le moment, on ne l'a pas pris. J'espère, mais je crois qu'avec ces histoires de paradis fiscaux, on commence quand même à s'en occuper un peu plus sérieusement. J'espère que ça ira suffisamment loin pour limiter justement le dumping fiscal qui est malgré tout une des dimensions centrales de la remise en cause de nos modèles sociaux nationaux. Simplement pour terminer sur cette affaire, je crois que l'Europe ne peut pas vraiment être sociale au sens d'un modèle social européen unifié, mais je crois qu'elle pourrait devenir vraiment environnementale par contre. Parce que les politiques environnementales se sont développées, elles, en même temps que l'Europe, et elles sont déjà très largement européennes. Je veux dire, en France, on n'a pas de politique environnementale. À chaque fois qu'on fait une loi en matière d'environnement, c'est quasiment toujours la traduction d'une directive européenne. En général, on le fait trop tard, trop peu, et on est condamné par la Cour de justice européenne quelques années après, mais c'est comme ça que ça marche. Je crois que l'Europe pourrait vraiment devenir environnementale et que c'est autour des questions environnementales qu'on pourrait la relancer des budgets communs, en particulier parce que les Allemands sont très sensibles à ces questions-là et que c'est un sujet sur lequel ils pourraient accepter de faire davantage de choses ensemble. Si vous voulez, la Grèce, c'est un pays qui reçoit 1,5 fois plus de soleil que l'Allemagne aujourd'hui, et c'est un pays qui produit 50 fois moins d'électricité photovoltaïque que l'Allemagne. Il y a des trucs à faire. Ça fait longtemps, cependant, qu'il y a beaucoup de gens qui posent ce problème sur la table, qui font cette proposition-là, et elle n'avance pas du tout politiquement. C'est parce que quand on dit à des Allemands, on va donner plein de dizaines de milliards d'euros supplémentaires à l'État grec pour faire du photovoltaïque ou de l'efficacité énergétique en Grèce, ils vous regardent avec des grands yeux en vous disant « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» La dernière fois qu'on a donné plein de sous aux Grecs, ça n'a pas très bien marché. Et ils ont raison. Mais je pense qu'on pourrait dépasser ce blocage si on disait c'est le moment de créer un grand service public européen de la transition énergétique et de la conversion écologique de nos économies. C'est-à-dire que ce fric ne soit pas donné à l'État grec, mais il soit distribué en Grèce, en Espagne, en France, en Allemagne, directement par des instances européennes. C'est ce que fait déjà la Banque européenne d'investissement, mais à une toute petite échelle. Il s'agirait de le faire à une beaucoup plus grande échelle. Très bien. Eh bien, on peut que vous conseiller de lire Made in Germany. Comme ça, vous saurez de quoi on parle quand on parle du modèle allemand, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui n'est pas bien du tout. Merci Guillaume Duval, et puis très bien ce partenariat avec Alternative Économique. Et on se retrouve tout à l'heure pour une autre interview sur la web télé de Salon CE.